Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle séance du séminaire DiscoursNet. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir François Corren, qui est professeur à l'Université de Montréal et qui dirige le département de communication de cette université, qui a beaucoup travaillé sur la communication des organisations, les interactions sociales, le langage, et qui aujourd'hui va nous présenter donc une communication qui porte sur le monde communicationnel, comment le penser, une exploration du plus ou moins. Donc François, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis vraiment très, très honoré d'être parmi vous. Alors, je vais partager ma présentation PowerPoint. Alors, j'espère que tout le monde voit bien. Voilà, donc ça s'appelle effectivement Penser le monde communicationnellement, une exploration du plus ou moins. En fait, c'est le titre d'un ouvrage que j'espère publier bientôt. Il est terminé, je l'ai soumis à un éditeur, je suis dans un processus de revise and resubmit, comme ils appellent. J'ai reçu deux très bonnes évaluations et une troisième évaluation qui m'a descendu en flamme. Je dois partir de ça et puis refaire un travail. Donc, parfois, c'est assez brutal, mais au moins, je me concentre aussi sur les deux autres qui étaient assez positives. Euh, voilà, donc c'est très ambitieux comme travail. Peut-être que c'est dû à mon âge. J'ai fêté mes 60 ans il y a un mois, et donc c'est un peu. J'ai l'impression que voilà, j'en suis au point où j'essaye de faire une sorte de bilan en quelque sorte du travail que j'ai fait depuis quelque temps. Voilà, donc c'est une tentative finalement de proposer ni plus ni moins qu'une ontologie communicationnelle et une épistémologie en fait communicationnelle, puisque c'est penser le monde, ou certains diraient l'étudier le monde communicationnellement, en quoi ça consiste, ok? Donc c'est à la fois prétentieux et ambitieux, donc vous verrez bien ce que ça donne. Donc c'est ça depuis à peu près la fin des années 80. On peut dire qu'il y a une réflexion qui s'est développée sur l'idée d'une constitution communicationnelle. Alors c'est parti des organisations, avec mon directeur de thèse James Taylor euh, en 88, il avait publié un bouquin en français qui s'appelait Une organisation n'est qu'un tissu de communication. Depuis, il y a beaucoup de gens qui ont repris cette idée, en quelque sorte, de constitution communicationnelle. De penser non pas la communication dans les organisations, mais de penser l'organisation dans la communication. C'était un peu l'idée de départ. Et finalement, c'est un peu aussi ce qui s'est développé dans plein d'autres domaines. Et on peut parler donc à la fin de constitution communicationnelle de la réalité. CCR, alors qu'au départ c'était CCO, Constitution communicationnelle des organisations. Le dénominateur de toutes ces études, c'est de penser en termes de communication, nous permet de révéler des caractéristiques phénoménales qui tentent à négliger par d'autres disciplines telles que la psychologie, la sociologie ou l'anthropologie. Ça ne veut pas dire qu'évidemment on ne retrouve pas ces idées dans ces autres champs, mais disons, il y a une sorte de, j'allais dire, pas d'exclusivité, mais de caractéristique d'une approche communicationnelle, c'est que, voilà, on essaie de penser la communication et à partir de ça, de réfléchir à euh, justement les formes organisées, les formes sociales qui sont générées par la communication. Euh, on emprunte aussi à Grémas et à Latour. On oublie souvent Grémas, mais Grémas, c'est celui qui a finalement influencé Latour dans son idée des autres, des non-humains, ce que Latour appelle les non-humains, que je préfère appeler des autres qu'humains pour une raison que je vous épargne. Et donc, ça permet de parler de communication non seulement pour ce qui est en train de se passer entre nous, mais aussi pour parler d'une émotion qui se communique, de technologies qui communiquent entre elles, de neurones, de messages, etc. Donc, c'est une focalisation sur les relations, les associations, les connexions, les liens. Hein, dès qu'on pense la communication, on pense à tout ça. Mais ça s'appelle ontologie communicationnelle parce que je veux justement me distinguer d'une ontologie relationnelle. Parce que, qu'on verra, l'ontologie relationnelle, elle pêche, selon moi, par cette idée de primauté de la relation et je veux surtout pas tomber dans ce piège.
Je suis aussi pas mal inspiré par Jacques Derrida dans un ouvrage vraiment remarquable qui est malheureusement un peu oublié, un livre qui s'appelle Limited Inc., qui est en fait une série de réflexions qu'il a produites sur la théorie des actes de langage et qui est malheureusement épuisé, mais vous pouvez le trouver quand même dans les bibliothèques. Et au début de son ouvrage, il dit en fait la communication, c'est pas seulement deux personnes qui échangent sur un thème, c'est aussi bon là il dit pas d'ordinateur, c'est pas lui qui dit ordinateur, mais c'est ça qu'on comprend. Ça peut être des machines qui communiquent entre elles, ça peut être même des pièces qui communiquent entre elles. Alors évidemment, on va me dire oui, mais attention, la manière dont deux pièces communiquent entre elles n'a rien à voir avec la manière dont deux personnes communiquent entre elles. C'est vrai, mais en même temps, on utilise le même terme. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur ce qu'on entend par communication? Est-ce qu'il y a moyen de déconstruire un peu cet anthropocentrisme de la communication? Donc, pour moi, hein, c'est ce que j'appelle une approche décentrée. Les êtres humains sont juste une des pièces du puzzle, alors que les psychologues et les sociologues ont tendance à positionner l'être humain au centre de leur recherche. Hein. Par exemple, on pense à l'ouvrage de Berger et Luckmann, La construction sociale des réalités, qui est un ouvrage quand même très intéressant parce qu'il y a quand même un petit peu des effets de décentrement même chez eux. Les chercheurs CCR, donc les constitutions communicationnelles des réalités, mettent de l'avant que l'être humain n'est jamais seul sur le site de construction. Ça, c'est très très important. On retrouve un peu cette idée chez Latour, évidemment. Hein, donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'originalité absolue. Par contre, ce qu'on retrouve peut-être pas chez Latour, c'est cette idée qu'on est à la fois des acteurs, mais aussi des passeurs. Je pense qu'en pragmatisme, dans la pragmatique communicationnelle, on a surtout pensé l'interactant justement comme un acteur, et on l'a réduit à ce statut d'acteur, alors que pour moi, c'est très important de positionner l'acteur aussi comme un passeur. Hein. Un passeur, c'est un acteur. Donc, je suis pas en train de les opposer, surtout pas, mais je veux mettre l'accent sur le fait que être acteur, c'est aussi être un passeur. Donc, ça veut dire, et ça, on le retrouve dans un travail que j'ai fait aussi depuis une quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années, c'est l'idée de ventriloquie. Hein, c'est l'idée que quand on s'exprime, d'autres voix s'expriment à travers nous. Hein, une idée qu'on retrouve chez Bakhtin, évidemment, mais chez d'autres auteurs. Mais ce que j'ai essayé de faire depuis une quinzaine d'années, c'est, contrairement à Bakhtin, c'est de montrer concrètement comment ça s'exprime dans une interaction. Hein, comment est-ce qu'on peut voir ces effets par lesquels, finalement, d'autres voix se mettent à s'exprimer à travers ce que je raconte. Donc, toute activité exprime une certaine passivité et vice-versa. Hein, donc, je veux surtout pas opposer activité et passivité. C'est-à-dire, dès qu'il y a de l'activité, il y a aussi de la passivité au sens que je suis aussi le passeur de quelque chose. Par exemple, cette présentation, c'est un bon exemple. Je suis en train de vous faire une présentation sur l'approche constitutive de la communication, donc je suis un acteur, mais en même temps, à travers ma présentation, bah, il y a des idées, des positions, des auteurs qui s'expriment, comme Latour, par exemple, tout à l'heure, ou comme Jacques Derrida. Donc je suis aussi un passeur. Donc ces idées, ces positions, ces auteurs m'animent. Hein, on pourrait dire aussi qu'elles m'habitent, qu'elles me préoccupent, voire qu'elles me hantent. Hein, donc c'est cette idée que j'aime beaucoup chez Derrida, encore une fois, cette idée d'anthologie, de hantise. Hein, c'est-à-dire une ontologie communicationnelle, c'est une anthologie au sens derridien. C'est-à-dire, c'est à la fois un jeu entre la présence et l'absence. C'est ce que j'appelle le plus ou moins, ok, qui était dans le titre. Donc, une certaine passivité hante toute activité. Penser communicationnellement, c'est donc reconnaître le statut de passeur de tout acteur ou auteur, que celui soit humain ou autre qu'humain. En fait, nous ne pouvons être considérés comme acteurs que si nous sommes aussi considérés comme passeurs, c'est-à-dire animés, enthousiasmés, préoccupés ou mus par ce qui nous fait faire et dire des choses. Ok. Donc, être un acteur au sens acteur social, bah justement, c'est être animé par des idées, des attitudes, des passions, des émotions, des idéologies. Et donc, c'est se faire le passeur de tout cela. Ok. Il y a une très belle citation de Latour qui dit, quand on agit, d'autres passent à l'action. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire, dès qu'on on n'est jamais seul dans l'action qu'on pose. Ok. Donc, effectivement, rôle clé que jouent les connexions, les liens, les relations.
dans la nature de réalité. Et le point important sur lequel je pense avoir une certaine originalité, c'est qu'il n'y a pas de primauté des relations, surtout pas. C'est-à-dire souvent dans l'ontologie relationnelle, hein, on va trouver ça chez Massoumi, on va retrouver ça chez des auteurs comme Latour, chez Barad, Karen Barad, etc. C'est comme si poser la relation comme le point de départ. Or, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de point de départ. Si on est dans une perspective justement relationnelle ou communicationnelle, il n'y a pas de point de départ. On est toujours au milieu des choses. Hein, on est in medias res, on pourrait dire. Hein, donc, on est toujours dans le plus ou moins, dans le spectral, dans le gradient. Hein, il n'y a pas de point de départ absolu. Donc, c'est absolument absurde pour moi de parler de primauté des relations. Primauté en quel sens? Au nom de quels critères? Ok. Euh, donc, l'établissement d'un point de départ relève d'une décision et d'un choix qui a sa part d'arbitraire. Contrairement à ce que prône Karen Barad, hein, Karen Barad, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une autrice assez importante dans le champ de la communication organisationnelle, un peu moins dans les analyses de discours, j'imagine, ou des interactions, mais elle propose le terme d'intra-action, hein, et elle bannit le terme interaction. On n'a plus le droit d'utiliser le terme interaction pour elle, ce qui est à mon avis une erreur, parce qu'elle dit en fait l'interaction présuppose l'existence des relata. C'est-à-dire il y a la relation et la relation relie des relata. Or, pour elle, c'est la relation qui produit les relata. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit que c'est une intra-action. Quand on est, par exemple, en ce moment, on est dans une intra-action et non pas dans une interaction, parce que selon elle, et je trouve ça personnellement problématique, en quelque sorte, je suis produit par mon interaction avec vous et vous êtes aussi produit par l'interaction que j'ai avec vous. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, je comprends ce qu'elle dit si elle me dit qu'il y a une émergence, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la performativité, voilà, ça, j'ai aucun problème avec cette idée-là. Donc, le terme intra-action en tant que tel n'est pas problématique. Le problème, c'est que, effectivement, de vouloir éliminer le terme interaction est pour moi problématique. Hein. L'idée d'interaction est intéressante car elle met de l'avant la dimension générative de la relation, mais il est faux de dire, selon moi en tout cas, que la relation crée ex nihilo les relata. Donc, penser communicationnellement, c'est aussi résister à la tentation de rendre tabou certains concepts ou certaines notions. Hein, ça aussi, j'insiste beaucoup. On retrouve beaucoup ce chat chez Latour aussi, d'ailleurs, cette idée de rendre tabou certains mots. On n'a plus le droit d'utiliser certains mots. Moi, je pense au contraire, il faut continuer à les utiliser. Par contre, il faut les expliquer communicationnellement. Hein, même le mot absolu peut être utile dans certains cas, mais il faut alors reconnaître le caractère absolu peut lui-même s'expliquer relationnellement en le positionnant à l'extrémité d'un spectre qualitatif. La même chose concerne le mot intrinsèque, une terminologie souvent bannie par les partisans d'une ontologie relationnelle. Par exemple, pour moi, hein, c'est pas seulement pour moi, pour les physiciens, hein, la masse, c'est-à-dire la quantité de matière d'un objet, est une propriété plus intrinsèque que le poids, qui est la force exercée sur la matière de l'objet par la gravité. Hein, donc on voit, il y a du plus ou moins. La masse, c'est plus intrinsèque que le poids. Ça, tous les physiciens le savent. C'est quelque chose qu'on apprend en sixième ou en cinquième. Hein, et donc, voilà, l'idée d'intrinsèque n'est pas à bannir. Il faut simplement l'expliquer communicationnellement. Donc, une ontologie, je devrais dire communicationnelle, mais bon, ou autrement dit, une bonne, selon moi, une bonne ontologie relationnelle devrait nous permettre de parler de vérité, de réalité, d'autonomie, d'existence. Hein, c'est-à-dire, il faut arrêter de penser qu'on ne peut plus parler de ça si on a une ontologie communicationnelle ou relationnelle. Et pour moi, le vaccin, en quelque sorte, pour ça, Charles Sanders Peirce, c'est un excellent anticorps pour ça, hein, parce que justement, il permet d'avoir une ontologie et une épistémologie communicationnelle sans réduire une situation à sa seule dimension actionnelle. Hein, il a ces trois modes d'être hein, dans sa phanéroscopie, qui est une phénoménologie. Euh, il parle de priméité, qui correspond aux qualités, possibilités, potentialités ou aux traits.
à la secondéité qui parle d'existence, d'action, de réaction, de faire, donc le monde de l'existence versus le monde des potentialités, mais aussi la tiercéité, c'est-à-dire le monde ce qui explique la récurrence, les lois, les régularités, les répétitions. Et ça, justement, c'est comme si le monde de la pragmatique s'était juste focalisé sur la secondéité et avait oublié la priméité et la tiercéité. Et donc, je vais essayer de justement de développer ça. Alors, dans ma présentation, ça va à la fois être très théorique, j'en conviens, comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, mais ça va être aussi très, j'espère, concret, parce que je vais analyser une interaction. Après, vous allez voir ce que ça donne. Donc, là aussi, j'aime beaucoup l'un des principes que présente Latour dans son livre Irréduction. Il dit, aucune chose n'est par elle-même réductible ou irréductible à aucune autre. Donc, autrement dit, on opère constamment des réductions dans la vie de tous les jours, pour argumenter, pour étudier scientifiquement un phénomène, pour s'exprimer. Mais Latour pose les limites d'une telle réduction, comme il pose aussi les limites d'une irréduction absolue. Toute réduction consiste à transformer x1 en x2 de telle manière à ce que x2 consiste en une version réduite, tronquée de x1. C'est pour ça qu'on appelle ça une réduction. hein. Donc, par exemple, la réduction chimique, c'est la perte d'un atome d'oxygène et le gain d'un ou plusieurs électrons. La définition, si on prend aussi un exemple comme la définition scientifique, la chaleur, c'est un transfert d'énergie de quelque chose de chaud, c'est-à-dire à forte agitation moléculaire, vers quelque chose de moins chaud, à plus faible agitation moléculaire. Donc, mais est-ce que la chaleur, c'est seulement ça? Non, la chaleur, on sait, c'est plein d'autres choses. C'est une source de confort, de relaxation, de quiétude, éventuellement. Ça peut être autre chose si la chaleur est trop forte, évidemment. Mais on voit donc la réduction, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire. On réduit constamment pour argumenter, par exemple, mais il faut surtout pas justement penser que quelque chose n'est juste que cette chose-là. Toute réduction implique par définition le retrait de quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres propriétés qui peuvent compter. hein. Alors, par exemple, dans le langage de tous les jours, on va dire c'est juste une question. On va dire c'est juste un enfant. Donc on dit ça constamment. Le juste, c'est juste ça. Mais en même temps, c'est faux. Mais ça a une valeur argumentative. Ou ça a une valeur dans cette situation. Quand on dit c'est juste un enfant, on essaie de dire à une personne, arrêtez d'être dur avec cette personne, avec cet enfant. C'est juste un enfant. Mais sachant que c'est pas juste un enfant, évidemment. Donc ces énoncés sont pragmatiquement signifiants, mais ontologiquement erronés. Une chose ou un être n'est jamais qu'une seule de ses propriétés ou qualités. Le monde n'est pas juste fait de relations, contrairement à ce que pense Karen Barad. Donc le monde social n'est pas fait que de communication, contrairement à ce que pense Niklas Luhmann. Donc là aussi, j'insiste, c'est une ontologie communicationnelle, mais ça ne veut pas dire, et ça c'est important, que le monde n'est fait que de communication. Ça n'aurait aucun sens pour moi. Donc c'est à la fois, c'est un misnomer, comme il dirait en anglais. C'est un nom problématique, mais en même temps, c'est important pour moi de penser la communication à l'intérieur de quelque chose qui finalement la dépasse aussi d'une certaine manière, ou ne se réduit pas à ça. Une fois que le principe d'irréduction est accepté, il devient possible de reconnaître donc la multiplicité constitutive du monde, ce que William James, un autre pragmaticien, avec évidemment Peirce, appelle un plurivel, un plurivers. Donc nous partageons notre monde avec une pluralité d'êtres. Donc par exemple, et ça c'est un thème assez connu en analyse de discours, par exemple ethnométhodologie, analyse de conversation, hein, euh, étudier la communication, c'est réaliser que beaucoup de choses s'expriment ou se manifestent dans ce qui est dit, écrit ou plus généralement communiqué. C'est la thèse de la ventriloquie que j'ai développée depuis presque une vingtaine d'années et qui est en porte-à-faux un petit peu avec la position classique de l'ethnométhodologie, d'analyse de conversation. À chaque fois que je parle avec des analystes de conversation, ils ne comprennent absolument rien du tout à ce que je leur raconte. Alors peut-être que c'est parce que c'est complètement absurde ce que je leur raconte, ça c'est possible, mais pour eux, ça n'a aucun sens parce qu'ils ont une position endogène.
C'est-à-dire que, et ça c'est répété ad nauseam par Shegloff, euh, par Pomerantz, par tous les grands noms de l'ethnométhodologie et de l'analyse de conversation, Garfinkel, etc. C'est que, effectivement, communiquer, c'est produire pour une autre prochaine première voix ce qui compte dans une situation. Donc, je suis pas en train de dire que l'endogénéité n'est pas importante, c'est comme interaction. Interaction est utile, endogénéité est utile. Mais, encore une fois, c'est penser trop l'endogénéité et pas assez l'exogénéité. Ce que j'essaie de montrer avec la thèse de la ventriloquie, c'est qu'il y a une multiplicité de choses qui s'invitent dans nos interactions. On est constamment traversé par des choses qu'on invoque, mais d'ailleurs parfois on ne les invoque pas, elles traversent malgré nous. Hein, euh, euh, on ne contrôle pas évidemment tout ce qui nous traverse. Et ça, c'est très difficilement audible par les chercheurs et pourtant je les admire, j'admire évidemment les chercheurs qui font de l'ethnométhodologie, l'analyse de conversation. Je veux dire, ils ont réalisé quelque chose de majeur dans les années 60 et depuis, mais ils sont, à mon avis, enfermés dans cette endogénéité. Donc, il faut à la fois reconnaître le caractère endogène et exogène de la communication. Quand deux personnes communiquent, leur communication marque ce qui est censé effectivement compter pour ces deux individus, d'où le côté endogène, effectivement. On met en scène une situation, ça je veux dire, c'est irréductible et c'est, j'allais dire, la contribution majeure de Garfinkel et de Sachs. Et donc, il y a une certaine situation qui se développe et s'établit par la parole, mais il ne faut pas réduire justement à ce qui se passe à ça. Donc, par exemple, admettons qu'on soit en train de parler de bouleversement climatique, ou qu'on se mette à parler de marrage de dents, ou que je parle d'une idée sur laquelle on travaille. Bon, ben, c'est sûr que une manière endogène de voir ce qui se passe, c'est de dire que voilà, ça, c'est ce qui se matérialise dans la conversation. Tout d'un coup, on se met à parler de bouleversement climatique, de rage de dents, d'idées sur laquelle on travaille. Ça se matérialise, ça s'exprime dans la conversation, ça que se constitue. Mais pour moi, euh, tout ça, justement, c'est à la fois euh, endogène, mais c'est aussi exogène. C'est-à-dire, cette réalité vient en quelque sorte s'exprimer dans cette interaction. Ça se matérialise et ça s'exprime dans cette conversation. Donc l'erreur des endogénistes, c'est qu'ils réduisent les bouleversements. Évidemment, eux-mêmes, évidemment, j'imagine, ne seraient pas d'accord avec ça. Je veux dire, pour eux, mais si on va au bout de leur raisonnement, les bouleversements climatiques, la rage de dents ou l'idée sur laquelle ils travaillent, voilà, ça n'est que ce qui est dit à ce propos-là. OK? Donc c'est l'erreur des endogénistes. L'erreur des exogénistes, c'est qu'ils réduisent ces mêmes choses à leur existence extra-conversationnelle. Or, une pensée communicationnelle, c'est une pensée qui permet à la fois d'éviter ces deux erreurs, un peu le Caribe des Scylla, j'allais dire, de ce raisonnement du ou bien ou bien. La pensée du plus ou moins dont je parle dans le titre et du titre du livre, c'est justement de résister à toute tentation de plonger dans un ou bien ou bien. Ou bien c'est ça, ou bien c'est ça. Ou c'est, exemple, ou c'est autonome, ou c'est hétéronome. Ou c'est exogène, ou c'est endogène. Ça peut pas être du plus ou moins là-dedans. Or, c'est ça, à mon avis, la pensée communicationnelle, c'est de mettre de l'avant le plus ou moins. Donc, un des concepts clés à ce propos, c'est le concept de matérialisation. Si on regarde, par exemple, le Ngram Viewer de Google Books, si on tape climate change, bon, on voit entre 1800 et, on va dire grosso modo, 1970, on n'en parle pas. Le mot climate change n'existe pas. Or, on commence à le voir à partir des années 70, évidemment, des années 80 un petit peu, puis là, 90, 2000, et là, on voit où on en est aujourd'hui. Ok. Donc, on voit qu'on en parle de plus en plus. Donc, ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça montre? Ça montre justement que le changement climatique s'incarne non seulement dans ce qu'on en dit, puisqu'on voit ici, c'est seulement les livres, mais si on avait la capacité d'enregistrer tout ce qui se dit dans nos conversations, bah, on l'a, mais je veux dire sur toute la planète, bon, bah, ça serait sans doute assez voisin. Mais évidemment, le changement climatique, ça s'incarne dans des sécheresses, dans des phénomènes climatiques violents, dans de nombreux cataclysmes. Donc on voit que
le changement climatique, ça existe ailleurs que dans le discours, évidemment, mais aussi dans le discours, évidemment. Ok. Donc c'est à la fois exogène et endogène, si on pense l'endogénéité de la conversation, du discours, etc. Donc parler de changement climatique, c'est une des manières par lesquelles ces bouleversements s'expriment. C'est ça que je trouve intéressant dans la pensée communicationnelle, c'est que la communication interpersonnelle devient l'une des manières par lesquelles le bouleversement climatique s'exprime. Vous voyez, donc il y a la sécheresse, il y a le fait que, par exemple, on a très très chaud pendant l'été. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle le bouleversement climatique, hein. Donc l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone, l'éco-anxiété, les déplacements, tout ça, c'est le changement climatique et c'est aussi dans la parole. Ok. Donc on voit, il n'y a pas du tout de frontière entre le discours et ce qui anime ce discours, ce qui nous anime. Hein. C'est l'une des formes de communication en fait du changement climatique. Donc la communication ne doit surtout pas se réduire à la production de discours. Hein. Même une organisation, par exemple, ça se matérialise ou ça communique son existence à travers ses porte-paroles, ses employés, ses produits, son site web, sa mission, son PDG, ses immeubles, etc. Donc la communication est toujours matérielle, ne serait-ce que minimalement. Bon, ça, on le sait bien, hein, le souffle de ma voix, les ondes électromagnétiques, les ondes lumineuses, les senteurs, les caresses, les saveurs, ça, c'est la dimension matérielle de la communication. Donc ça, c'est important pour nous, en chercheurs en communication. Enfin, je dis nous, vous n'êtes pas chercheurs en communication, donc, mais moi, disons, nous, la communauté que je représente, de penser la matérialité de la communication, ça, c'est très important. Mais aussi, il faut penser l'immatérialité. Hein, l'immatérialité toujours relative. Hein, donc, ce que j'appelais tout à l'heure la fantomalité, la spectralité, l'anthologie. Hein, tout signe ou médium matérialise, représente quelque chose ou quelqu'un qui ne se rend jamais complètement présent à moi. Donc la matérialisation ou présentification est par définition toujours partielle, d'où le caractère fantomatique toujours de nos interactions. Hein, c'est-à-dire, c'est la position d'Héridienne. Hein, on n'est jamais complètement présent. Là, c'est un bon exemple entre nous. On est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. C'est un peu fantomatique comme interaction quand on y pense. Hein, on n'est pas, je suis jamais complètement présent à vous. On est dans le plus ou moins le relationnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets de matérialisation, de présence, mais ce sont des effets. Hein, on est dans le plus ou moins. Donc il y a toujours une certaine immatérialisation dans toute matérialisation. Hein, ça, c'est vraiment important pour penser encore une fois le plus ou moins. Donc là, au niveau de mon champ de la communication, hein, il y a d'ailleurs en communication, il y a toujours eu cette opposition entre d'un côté, à gauche, vous avez les penseurs des médias, hein, qui s'intéressent à la propagation, à la diffusion, à la dissémination, et à droite, vous avez les penseurs voilà, de l'interaction, du dialogue, de la conversation, de l'échange. Et on voit qu'en fait, la thèse de la ventriloquie ou la position communicationnelle que j'avance, elle permet de réconcilier ça. Puisque quand je parle, je diffuse. Je diffuse quoi? Bah, je suis moi-même un médium. Je suis moi-même un passeur. Je fais parler Latour, je fais parler Derrida, je fais parler Garfinkel. Hein, donc, il y a de la propagation, il y a de la diffusion, il y a de la dissémination. Ça n'empêche pas qu'il y a de l'interaction aussi, et du dialogue et de la conversation. Donc, parler par exemple de la guerre en Ukraine ou du conflit israélo-palestinien, c'est rendre présente ces guerres dans une conversation, sur un post ou dans une présentation PowerPoint. Mais évidemment, cette guerre, elle se matérialise de tas d'autres manières. Hein, dans une discussion entre amis, sur un champ de bataille, dans des attentats terroristes ailleurs dans le monde. Donc on voit, il y a un continuum entre le champ de bataille et la discussion. Hein, c'est fait de discontinuité, mais on voit que voilà, on est passeur. Et aussi même le terme essentiel. Qu'est-ce qui est le plus essentiel? Parce qu'on va me dire, oui, mais l'essentiel dans la guerre, c'est ce qui se passe sur le champ de bataille. Ouais, peut-être, mais c'est peut-être aussi ce qui se passe entre deux diplomates en ce moment, un Américain et un Russe. Cette guerre, bah, elle ne tient peut-être qu'à cette discussion qu'il y a entre ces diplomates à ce moment-là. Donc on voit l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? On voit l'essentiel, c'est pas absolu. L'essentiel, c'est très pragmatique. Dans cette situation, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est moins essentiel? Donc l'essentialité relative, encore une fois.
Donc voilà, et même l'idée de post-vérité, hein, fake news, chambre d'écho médiatique, vérité alternative, théorie conspirationniste. En tant que chercheur en communication, on ne peut pas rester confortablement installé dans notre mode de construction discursive. Hein. Il faut être capable de penser à la fois le discours, mais tout ce qui s'exprime dans ce discours, et par exemple être capable de faire la distinction entre fiction et fait. Hein. Donc par exemple, une fiction. La particularité, et ça c'est très bien montré par Latour d'ailleurs, c'est une fiction ne survit qu'à travers nos interventions. Hein, une divinité, Superman, le réseau de prostitution infantile de Hillary Clinton, tout ça c'est des fictions parce que ça repose exclusivement sur la manière dont on la rend présente, par des photos, par la parole, par des soi-disant preuves, etc., ou par des dessins, dans le cas de Superman. Bon, pour divinité, là, je ne m'avance pas, chacun ses positions, mais disons, les athées, en fait, auraient cette position, effectivement, que c'est une fiction. Un fait réel et avéré, par contre, ne repose pas sûrement sur notre capacité à le représenter. Certes, les faits requièrent nos interventions pour être considérés comme tels, mais ils requièrent aussi l'intervention de choses qui s'expriment à travers eux. C'est cette intervention qui permet de considérer des faits comme avérés ou démontrés. Par exemple, là, je prends l'exemple dans le livre de la factualité du boson de Higgs, bah, elle ne dépend pas seulement des expérimentations coûteuses du CERN, pour exister. À moins qu'effectivement, on découvre que ça soit une totale fiction. Hein, mais penser communicativement ou communicationnellement, ça permet de nous empêcher dans le sempiternel débat entre réaliste et constructiviste. On peut être tout à fait constructiviste et totalement réaliste. Hein, c'est la position communicationnelle que je défends. Hein, c'est-à-dire le boson de Higgs a besoin de nous pour exister pour nous, mais si son existence est considérée comme prouvée, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de nous pour exister. Il y a d'autres formes d'incarnation qu'il a et qui permet voilà, d'exister sans nous. Alors vous allez me dire, tout ça est très abstrait, pas du tout en lien avec ce qui intéresse les analyses de discours et des interactions. Bah, j'ai essayé de vous montrer que ce n'est pas le cas. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais j'ai distribué j'avais demandé à ce qu'on distribue, si c'était possible, la transcription. Donc, je l'ai moi-même ici. Je ne sais pas si vous l'avez reçu par courriel, peut-être pas. Mais en tout cas, de toute façon, je ne sais pas si je peux vous la mettre. Bon, je ne vais pas compliquer les choses. On va faire avec. Donc là, vous allez voir, c'est un jeune homme en colère, on va dire, et pour de bonnes raisons. Hein, c'est-à-dire, enfin, pour de bonnes raisons. Oui, enfin, sa situation est difficile, c'est sûr. C'est quelqu'un qui a eu un grave accident il y a une quinzaine d'années, un accident d'automobile, et qui malheureusement vit avec les séquelles de cet accident. Et son problème, c'est que il n'est pas reconnu, il n'a pas été reconnu immédiatement comme une personne souffrant de handicap, ce qui lui aurait permis de toucher des allocations pour pouvoir donc être aidé par le gouvernement. Hein, et donc, c'est quelqu'un de très frustré. Et plutôt que d'aller en cours contre l'administration québécoise, parce que là, c'est un cas qui se passe au Canada, au Québec, il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des conciliations, c'est-à-dire donc la possibilité de pouvoir essayer de s'entendre avec l'administration, avec le gouvernement, en dehors de la cour. Et donc là, avec une étudiante de doctorat qui a terminé sa thèse il y a maintenant 5-6 ans, Lisa Yam, on avait enregistré une trentaine de médiations comme ça. Hein. Et donc, ce que je vais vous faire écouter, c'est en fait un court extrait euh, alors c'est dommage que vous n'ayez pas par contre la transcription, mais bon. Euh, et donc avec je l'ai envoyé aux organisateurs. Je ne sais pas s'il est encore temps de le faire, mais j'avais envoyé aux organisateurs hier. Si c'est possible de le faire suivre, ça serait génial. Ça arrive, François, tout de suite, ça arrive. Je sais pas si tu l'as, Christine. Oui, oui, je suis en train, mais il faut que je la coupe parce que le chat est limité en nombre de caractères. Donc, je vais faire petit bout par petit bout. Ok. Donc voilà. Donc là, vous avez à droite l'avocate pour l'administration.
donc qui défend le gouvernement. Au milieu, enfin pas vraiment au milieu, mais disons un peu sur la droite, la médiatrice. Et à gauche, vous avez donc l'avocate de Kurt, Kurt lui-même et sa mère. OK. Et donc, on va écouter, c'est vraiment le début de la médiation. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, justement, c'est la spectralité là-dedans, hein, les effets fantomatiques un peu. C'est aussi cette idée de l'endogénéité, exogénéité. C'est le rôle de la procédure là-dedans. Et donc, voilà, on va écouter ce qui se raconte. Et donc, j'ai changé les voix. Les voix sont beaucoup plus graves. Euh, Même si ça va au rythme, je pense, normal, mais la voix est beaucoup plus grave. Voilà. Donc, on va écouter. Possible. So you're contesting two decisions, eh? We have two files. One is regarding when the minister refused. I'm with the file 257722. Okay, the one that is actually that the minister says that they already rendered a decision. Okay, but I did not know that. All I know is I came here, I was born here, I came back here handicapped. When I came back here handicapped, I've been filing these papers with my doctors, left and right. We're just going to explain, and after we're going to explain Ocean PG. Okay. Thank you. So that's one file where the minister says that he already rendered a decision, and sorry, I just want to leave it open. And the other one is the other file. You're contesting three decisions of the minister where they are refusing to allow you the permanent disability, and instead they're giving you like pardon me, the temporary constraint. They were. They were. Now you have the Yes. okay. But at the time of the decision, that's what we were contesting. Yeah, I know, but well, she told me I've got to speak after, but yeah. Sorry. Donc, vous voyez, bon, c'est une session de médiation, hein. Donc, comme j'ai dit, Kurt a grandi au Canada, puis a décidé de s'installer dans un autre pays. Et là, il a eu un grave accident dans ce pays. Donc, il est revenu au Canada et il est présentement handicapé, ne peut marcher sans l'aide de ses béquilles. Donc, c'est une session de médiation. Donc, récemment, le gouvernement lui a accordé le statut d'handicapé permanent, ce qui lui permet de recevoir des allocations. Mais il remet en cause cette décision car il fait valoir qu'il est en situation de handicap depuis une dizaine d'années et que ce statut devrait lui être accordé rétroactivement. Ok. Donc, à partir de la ligne 27, bon, de la transcription, si vous l'avez, hein, donc la médiatrice, conformément à la procédure, présente la plainte formulée par le citoyen à l'endroit du ministère. Alors, on pourrait dire, donc, la procédure, alors évidemment, on a vu une trentaine de, euh, de médiation, et ça se passe toujours comme ça, hein. C'est-à-dire, que fait le médiateur ou la médiatrice au départ? Bah, il présente la situation, hein, il présente la situation et il essaye donc de voir si il y a des faits qui peuvent être établis au départ, c'est-à-dire les faits qui ne sont pas contestés, et ensuite les faits qui sont contestables, c'est pour après. Donc, on peut dire que la procédure anime la médiatrice, non pas qu'elle est animée comme un robot, hein, elle connaît la procédure et la connaissant, elle l'applique, hein. Donc la procédure anime la médiatrice durant toutes ces séances, dans la mesure où celle-ci s'y conforme, par exemple en présentant d'abord la plainte du citoyen. Donc la médiatrice est donc à la fois actrice et passeuse, hein, acteur et passeur. Acteur parce qu'elle est bien présente, c'est bien elle qui présente la plainte du citoyen. Passeur parce que beaucoup de choses s'expriment lorsqu'elle parle. Alors quelles sont ces choses? Hein, ben, la procédure justement, hein, puisque quand on sait comment ça fonctionne une médiation, ben, on sait que la procédure implique qu'on commence par l'établissement de ces faits. Et les deux éléments de la plainte, hein, elle va les présenter, elle dit qu'il y a deux parties, hein, et aussi elle va faire parler Kurt et son avocate, hein, comme elle dit, OK, so you are contesting two decisions. Hein, donc elle les fait parler puisqu'elle leur dit, voilà ce que vous contestez, hein. Et donc elle leur demande de confirmer si c'est le cas, hein, puisque c'est l'établissement des faits.
À la ligne 30, on voit l'avocate de Kurt qui fait aussi quelque chose que fait évidemment beaucoup, que font beaucoup les avocats, qui est de parler au nom du client. Hein, et donc, comme Kurt ne répond pas, hein, il y a une seconde justement où on attend que Kurt répond pas, donc l'avocate répond pour lui et elle parle, donc elle parle en son propre nom, évidemment, cette avocate, mais elle parle évidemment au nom de son client. Là aussi, un effet de ventriloquie. Hein, et on peut dire aussi, et ça on pourrait l'oublier, qu'elle parle au nom de la plainte elle-même, vu elle confirme le fait que Kurt conteste les deux décisions. Hein, donc, vous voyez, ces effets de ventriloquie, c'est non seulement elle qui parle, mais c'est aussi finalement la plainte qui se confirme à travers ce qu'elle dit. Donc, endogènement parlant, un fait s'établit de la ligne 27 à 31, on pourrait dire, hein, le fait que Kurt conteste deux décisions. Ce fait n'est pas que construit dans l'interaction présente, il a aussi été construit dans d'autres interactions précédentes, lorsque Kurt et son avocate ont déposé officiellement leur plainte en contestant deux décisions. Exogènement parlant, ce fait est donc rendu présent par cette demande de confirmation de la part de la médiatrice et par la confirmation de l'avocate de Kurt. Donc on voit ici, hein, donc on voit que finalement ce fait, qui évidemment les dépasse complètement, euh, est rendu présent et confirmé dans l'interaction. En passant au point suivant, la médiatrice donc confirme implicitement l'établissement de ce fait pour les fins de la médiation. Okay, donc maintenant ça a été établi, passons à la chose suivante. De la ligne 31 à 33, la médiatrice agit à la fois toujours comme acteur et passeur. Elle précise que la plainte se divise en deux parties et commence à préciser la nature de la première partie, mais s'interrompt pour préciser à quel numéro de dossier elle fait référence. Elle est passeur aussi parce que ce faisant et par son intervention, la plainte se présente en deux parties aux personnes présentes et l'une des parties sous la forme d'un numéro de dossier hein, qu'elle va consulter. Cette activité de passeur est d'ailleurs renforcée par le regard qu'elle porte au dossier dont elle lit le numéro. Hein, donc, lire quelque chose à voix haute, c'est faire le médium de ce que cette chose nous dit, est censée nous dire. Donc, en disant I'm with the file 1325334, on voit bien comment c'est aussi ce dossier qui est positionné comme s'exprimant, se ventriloquant à travers elle. Que dit ce dossier? Qu'il concerne un refus de la part du ministère, sans qu'on sache vraiment pour l'instant de quel refus il s'agit. Note aussi qu'à la fin de l'intervention, la médiatrice regarde une nouvelle fois Kurt, comme pour chercher une confirmation de sa part, confirmation à l'effet que ce qu'elle vient de préciser est correct. Ne voyant pas de réponse de sa part, elle lui demande plus explicitement de confirmer en lançant un OK. Et une nouvelle fois, c'est l'avocate de Kurt qui répond pour lui. Donc Kurt, en nouvelle fois, ne répond pas, c'est l'avocate qui répond pour lui, qui le ventriloque. Donc la médiatrice, voyant que Kurt ne réagit toujours pas, précise de quelle partie il s'agit. Hein, elle dit one that is actually that the minister says they already rendered the decision. Jusqu'à présent, donc la médiatrice formule ces déclarations comme des demandes de confirmation. Hein. Elle projette donc une confirmation de la part de Kurt, ce que son avocat fait pour lui jusqu'à présent. Hein, donc ça c'est ce qu'on connaît très bien dans la liste de conversation, hein, request for confirmation, des demandes de confirmation qui viennent pas de Kurt, contrairement à ce que voudrait sans doute la médiatrice, mais de son avocat, de son avocat. Donc Kurt finalement répond à la médiatrice des lignes 39 à 42. Hein, il confirme certes qu'il conteste le refus du ministère de considérer sa position. Par contre, on voit de la ligne 39 à 42 hein, qui commence une diatribe. Hein, je ne sais pas si, encore une fois, vous avez la transcription devant vous, mais il dit I did not know that, all I know is I came here, I was born here. Donc il commence à contester, ce qui n'est pas du tout la place à ce moment-là, normalement. Il n'est pas censé entrer dans le vif du sujet à ce moment-là, ce qu'on va lui faire comprendre. Hein, donc là aussi, il présente des faits, il présente les problèmes, il présente ses papiers, tout ça. Donc là aussi, il est passeur et acteur. Ok. Finalement, il établit tout ce qu'il, finalement, le problème qu'il habite depuis sans doute une dizaine d'années, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, comme je sais que je suis un peu en retard, je vais avancer là-dessus. Donc, tout se passe comme si les demandes de confirmation de la médiatrice devenaient, par la réaction de Kurt, des invitations à élaborer sur sa version de ce qui s'est passé. Or, c'est pas ça qu'on lui demande, mais c'est ça qu'il a compris, ou en tout cas, c'est ça qu'il fait semblant de comprendre.
Donc voilà, chaque intervenant se fait implicitement le porte-parole d'une situation, et ici, Kurt, par sa réaction, transforme la demande de confirmation en invitation à élaborer. On voit cependant que l'avocate de Kurt, elle interrompt son client pour lui faire comprendre qu'à ce stade-là, il n'est pas censé faire ça. Donc là aussi, de certaine manière, on voit que son avocate, elle connaît la procédure. Hein. Elle s'en fait la porte-parole, même si elle ne l'évoque pas, elle ne l'invoque pas explicitement, mais elle s'en fait finalement la porte-parole au sens qu'elle la défend, cette procédure, parce qu'elle dit c'est pas le moment, c'est pas le moment de parler de ça. Hein. On voit comment l'avocate de Kurt corrige implicitement la traduction qu'avait opérée Kurt, alors que celui-ci avait traduit l'intervention de la médiatrice comme une invitation à élaborer sur sa version des faits. Elle lui fait comprendre qu'à ce stade, il est censé que confirmer la nature de la plainte et non pas la nature des faits. Ce faisant, elle affirme les éléments de la procédure et comment ceux-ci doivent se traduire. Et on voit que Kurt finalement dit OK par rapport à ça. Alors, je vais passer parce que je me rends compte que j'ai beaucoup. C'est ça. Je vais directement passer à la conclusion. Euh, donc, ce que vous voyez un peu ici, c'est le caractère ontologique de la procédure. La procédure, elle est à la fois là et pas là. Elle n'est jamais évoquée, elle n'est jamais invoquée, mais elle se manifeste. Elle se manifeste parce qu'effectivement, elle est en quelque sorte suivie par la médiatrice et elle est défendue par l'avocate de Kurt. Hein, c'est-à-dire quand elle lui rappelle à Kurt, c'est pas le moment de parler de ça. Donc on voit le caractère ontologique, hein, HAN, de cette procédure, qui est à la fois, d'ailleurs, au sens de Peirce, ce qui anime, donc la tiercéité, hein, la loi qui anime les acteurs, mais à la fois qui s'exprime, parce que dans toute tiercéité, il y a de la secondéité, pour Peirce, et même de la priméité, et donc à la fois, il y a de l'action. Hein. Elle est ventriloquée, implicitement, très implicitement, mais et donc elle agit, elle agit. Donc elle est exogène et à la fois endogène. Voilà. Hein. Donc interaction versus interaction. On voit que si on prend sérieusement le terme d'interaction, qui est tout à fait valable et intéressant chez Barad, on voit que c'est par les interventions de la médiatrice, de l'avocate, de Kurt et de l'avocate de Kurt et de Kurt lui-même que la procédure peut se mettre à exister, hein, et à agir sur cette interaction. Par contre, il y a aussi une interaction. C'est pas seulement de l'interaction, il y a de l'interaction parce qu'évidemment, la procédure ne se réduit pas à la manière dont elle se met à exister et à agir dans cette interaction. Elle existe aussi sous d'autres formes, en particulier dans la manière dont la médiatrice et l'avocate la connaissent, et dans la manière dont elle est instituée dans cette médiation et dans d'autres. Donc une certaine autonomie, réalité, vérité de cette procédure s'exprime à travers cette interaction. On voit donc qu'une ontologie communicationnelle n'est pas du tout en porte-à-faux avec cette notion. Il suffit de redéfinir ce que ces termes veulent dire. Autonomie, réalité, vérité de la procédure. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à cette procédure. Si on le fait, il y a des conséquences possibles. Par contre, autonomie, réalité, vérité se nourrit d'une certaine hétéronomie, relativité, partialité, dans la mesure où elle ne peut s'exprimer que par le truchement de l'intervention ou de l'action d'une personne. Donc on voit que la procédure, les faits tels que présentés par la médiatrice et Kurz, euh, et, j'arrive pas à, excusez-moi, ce qui est là, oups, je reviens en arrière, présenté par l'idée et confirmé par l'avocate, Kurt et Kurt lui-même ne peuvent pas se réduire à la manière dont ils sont rendus présents, ventriloqués, dans cette interaction. Ce serait le cas si on avait affaire à des produits de l'imagination de ces trois personnes. Donc, endogénéité, exogénéité. L'endogénéité, c'est ce qui se passe dans cette interaction qui est essentielle pour le devenir de la plainte de Kurt. Mais l'exogénéité, c'est en même temps, cette endogénéité ne peut s'exprimer que par les éléments qui lui sont exogènes, les faits allégués, la procédure, la frustration ou la colère de Kurt dans cette médiation. Donc on voit, hein, cette idée aussi de matérialisation, de présentification, hein, la procédure qui se matérialise, la version des faits de Kurt qui se matérialise, la frustration de Kurt qui se matérialise dans cette interaction. On voit tout ça, hein, c'est un jeu de présence-absence. Donc l'ontologie communicationnelle, c'est pour ça que je l'appelle une ontologie du plus ou moins. C'est entre autonomie et hétéronomie, entre matérialité et immatérialité, entre présence et absence, entre réduction et irréduction, et entre interaction et
interaction. Voilà. Merci, désolé d'avoir été trop long. Merci beaucoup, merci François. Je vais vous donner la parole aux participants et participantes. Et j'ai oublié tout à l'heure, hein, de présenter les co-animateurs du séminaire et je vous prie de m'en excuser. Johannes, hein, qui a dû, Anger Muller, qui a dû se déconnecter, et Luciana Radugagi, qui est présente aujourd'hui parmi nous. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Je ne sais pas qui se lance, ou sinon je vais faire de la ventriloquie. Moi, je veux bien me lancer. Lucille, ben, je t'en prie, Lucille. Bon, alors, je fais pas exception à l'exercice, c'est-à-dire que, évidemment, je t'écoutais, François, en ramenant ça à mes sujets d'études, qui sont, par exemple, les questions dans le militantisme ou dans les stratégies de lobbying, plaidoyer, le porte-parole, où là, on a quelque chose d'assez spécifique, puisque on a une grande conscience de la manière dont on peut utiliser la ventriloquie, même si on n'appelle pas ça comme ça. On est soi-même ventriloque et on ventriloque des textes juridiques. Et dans ce contexte-là, moi, j'avais l'impression, chaque fois, j'essayais de trouver comment faire le lien entre endogénéité et exogénéité, où ces personnes qui s'investissent cette mission-là, mais ça fonctionne aussi pour les lobbyistes finalement, euh, souvent, ils naviguent entre l'endo et l'exo. Par exemple, quand il y a, alors c'est pas le cas dans la médiation que tu as étudiée, mais sur beaucoup de procès qui sont médiatisés, euh, finalement, il y a la situation, mais il y a aussi tout ce qui se passe à côté, avec par exemple des mots particuliers qui sont utilisés dans la presse par certains avocats, et ils le font délibérément, parce que justement, ça permet de casser le endo-exo, et puis aussi peut-être que ça permet d'augmenter le champ des possibles. C'est-à-dire que on n'est plus dans la matérialisation, présentification, où effectivement une procédure c'est censé être carré, etc. Mais finalement, on se rend compte que même sur quelque chose qui peut sembler carré, bon, pour moi, c'est tout ce qui est la régulation en matière de déontologie, des relations publiques, tout ça, ça peut sembler carré, que ce soit régulation ou déontologie d'ailleurs, et en fait non, on se rend compte que non, il y a un grand écart possible. Donc j'avais envie d'un peu de t'écouter sur peut-être ce cas particulier des gens qui, en même temps qui sont dedans l'activité, de parole sont en permanence en train de faire ce va-et-vient parce que c'est leur job en fait d'être les Oui. meilleurs ventriloques possibles en fait. Voilà. Oui, c'est ça, effectivement, bah, c'est très, très bien dit, effectivement, c'est-à-dire, on voit là justement le caractère très endogène, c'est-à-dire la force rhétorique au sens noble du terme, pas toujours noble, mais disons, c'est-à-dire au sens de cette capacité qu'on a quand même de mettre en scène un paquet de choses, d'oublier certains aspects, de mettre de l'avant d'autres. Donc on voit le caractère, c'est pour ça que c'est pour ça que le terme endogène est toujours très, très utile, c'est-à-dire de voir ce qu'un individu, une personne, un avocat, est capable, un procureur est capable de mettre en scène pour faire valoir une certaine position, de sortir, de montrer justement tout le caractère événementiel de ce qui peut se produire par la parole. Ça, c'est très important. Et en même temps, bon, je ne connais pas le cas précis dont tu parles, mais où il faudrait étudier le discours en particulier. Mais même là, j'imagine que justement, ils font appel à à des figures particulières, hein, ce que j'appelle des figures parce que en ventriloquie, les ventriloques américains, enfin anglo-saxons, utilisent le terme figure parfois pour parler de leurs marionnettes. Hein, et donc, ces figures qu'on met en scène dans l'interaction, bah, elles ne viennent jamais, elles émergent dans l'interaction, dans le discours, et donc elles se présentent, mais elles ne se réduisent pas évidemment à Mm. ça. Et donc, euh, et donc, il faut savoir aussi, bah, justement, parfois d'ailleurs, une figure qu'on pense avoir mobilisée pour notre intérêt, on se rend compte qu'elle se met à dire quelque chose d'autre, ou que Mhm. quelqu'un la récupère pour lui faire dire autre chose. Et donc là, elle nous éclate dans la face, on pourrait dire. Donc là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces figures qu'on mobilise, bon, elle peut nous surprendre parfois, parce que l'autre va en faire autre chose. Donc c'est ça qui m'intéresse, hein. Donc c'est à la fois, c'est pour ça que j'aime l'idée du passeur, c'est parce que euh, et cette idée que le monde, dans sa complexité, se met à s'exprimer dans une interaction, et c'est pas seulement euh, justement être obnubilé par ce que font les acteurs humains.
moi, je suis très intéressé par ce que font les acteurs humains, parce qu'ils ont une telle richesse, une telle subtilité, parfois une telle complexité. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de voir, oui, une fois que ça c'est fait, mais quel est le monde justement qui s'exprime maintenant à travers cette mise en scène? Et, euh, et surtout, qu'est-ce qu'il devient dans la bouche des autres? Parce que l'effet de ventriloquie, c'est aussi que voilà, je dis quelque chose, mais maintenant, qu'est-ce que cette chose va devenir dans la bouche de quelqu'un d'autre qui va réagir, justement? Et donc là, je vais être surpris, peut-être. Ah, c'est ça peut-être aussi que j'étais en train de dire, par exemple, ou c'est ça que tu me fais dire à travers ta réaction, tu vois? Donc là aussi, c'est ça qui rend le caractère très intéressant de l'étude communicationnelle, quoi. Qu'est-ce que ça devient? Comment je ventriloque, mais comment je suis ventriloqué par l'autre qui m'écoute, ou qui m'écoute pas d'ailleurs parfois. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, en tout cas. Voilà. Oui, mais tout à fait. Et bon, c'est vrai que moi, c'est aussi ces moments inattendus que j'aime bien étudier. Par exemple, on sait que dans un position paper, il faut respecter, hein, c'est canonique, hein, c'est très carré, codifié. Mais si on fait ça et on fait que ça, c'est pas bon parce qu'on n'est pas lu, en fait. Donc, il faut réussir à faire, alors ce que tu as appelé la bascule, voilà, moi, ce que j'appelle souvent la créativité ou une Ouais, innovation rhétorique, mais ouais, oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais, c'est ça, c'est-à-dire sortir, créer de l'événement, quoi, effectivement. oui. Euh, utiliser le mot qui va être repris, le mot qui va créer le buzz, ce sur quoi vont se jeter les journalistes, etc. Tout à fait, oui. Il y a Clément qui a une question, bien Oui, aussi de, et je pense. Dominique, Clément et puis Dominique après. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui. Alors déjà, merci pour l'intervention. Moi, je suis fraîchement diplômé, je suis pas chercheur, donc je vais peut-être faire une intervention qui va donner moins à penser que l'intervention précédente. Euh, C'était très complet l'intervention et je vois comment vous faites dialoguer toutes ces approches méthodologiques qui sont différentes mais qui dialoguent entre elles très bien. Euh, Moi, j'avais juste donc du coup sur votre concept sur votre notion de ventriloquie, j'aurais aimé avoir des précisions euh, concernant ces différences qu'il peut y avoir, parce qu'en vous entendant parler, ça m'a beaucoup fait penser à la notion de dialogisme, de discours autres et de polyphonie. Je voulais voir en quoi c'est différent, parce que j'ai vu en quoi c'était similaire, et si vous pouviez apporter des précisions en ce sens, s'il vous Bah, plaît. alors, ouais. Bon, finalement, c'est toujours une prétention à l'originalité, ce que c'est vous qui jugez après. Alors, c'est sûr que je suis très influencé par l'idée de polyphonie qu'on retrouve beaucoup chez Bakhtin, entre autres, et chez d'autres auteurs. Hein. Euh, je crois, alors après, c'est vous qui me le direz, je crois que l'originalité vient du fait que cette polyphonie, pour moi, elle n'est pas juste le fait d'être humain. C'est-à-dire, on fait parler d'autres personnes, hein, par exemple, euh, faire parler les pères fondateurs des États-Unis, c'est quelque chose que les Américains aiment faire pour faire valoir certaines positions en ce qui concerne le premier amendement, le second amendement, que sais-je. On fait parler les pères fondateurs parce que, justement, ça donne une certaine autorité à ce qu'on dit. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est faire parler des faits. Hein, par exemple, bah, les scientifiques sont très bons là-dedans, généralement, c'est-à-dire ils vont dire, bah, c'est pas seulement moi qui vous dis ça, regardez ce que disent ma recherche, regardez ce que démontrent les faits, regardez ce graphe tel que je vous le présente. Ça peut être aussi, par exemple, ça, j'ai travaillé aussi là-dessus, c'est-à-dire les situations juridiques, hein, faire parler des lois, faire parler des précédents, faire parler des faits, encore une fois, là aussi pour le coup, c'est ce que font aussi les avocats, les juges, les procureurs. Faire parler des textes, hein, par exemple, bah, la procédure, c'était un bon exemple où justement, même si on l'invoque pas, même si on l'évoque même pas, finalement, on la manifeste.
hein. Donc, je pense l'originalité, s'il y en a une, viendrait de là. C'est-à-dire que pour moi, cette polyphonie, elle n'est pas simplement le fait des êtres humains, elle est aussi le fait voilà, de ce que j'appelle les autres qu'humains, c'est-à-dire par exemple même une émotion, hein, une émotion, par exemple comme par exemple la honte, quand je me mets à rougir par exemple, bah, ça c'est un bon exemple de quelque chose que je ne contrôle pas. Et la honte qui se manifeste à travers ce rougissement, par exemple, ou la gêne. La honte, c'est peut-être un mot un peu trop fort. La gêne. Donc on voit là quelque chose, comment on est ventriloqué par ce signal, hein, ce rougissement que je n'arrive pas à contrôler et qui me trahit, par exemple, hein. Et donc là, est-ce que c'est encore de la ventriloquie? Bah, oui et non, parce que c'est vrai que dans ventriloque, normalement, il y a le terme hein, loque qui est donc pour la parole. Donc c'est pas, il faut que ça dépasse la parole. C'est pas seulement, c'est dans mon corps, hein. C'est mon corps aussi qui exprime des choses, qui manifeste des choses. Donc vous voyez, c'est un peu cette idée que j'essaie de développer, c'est-à-dire qu'on est traversé par justement, par exemple, c'est pas seulement la gêne mais c'est quoi aussi qui crée cette gêne? Donc on voit aussi que ce qui a créé cette gêne me traverse et je la restitue sous la forme d'un rougissement, par exemple. Hein, où on voit par exemple une colère qui m'anime. Cette colère, elle a normalement un objet, même si parfois on ne le sait pas, on se sent en colère, mais on ne sait pas pourquoi. Parfois on sait parfaitement qu'est-ce qui nous a mis en colère. Donc on voit aussi là, on est traversé par ça. Hein. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas donc de décentrer en quelque sorte euh, l'origine, de ne pas systématiquement partir de l'être humain. Hein, par exemple aussi une idéologie. Je veux dire, si on prend le terme même les termes foucaldiens d'épistémé, de formation discursive, de régime de vérité, ou le terme idéologie plus classique, bah, voilà, on exprime des idéologies, on les manifeste, on les ventriloque. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'entends aussi par la polyphonie, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ça la prétention. Si, si, merci beaucoup. Et du coup, ça implique une autre, c'est comment en fait on fait pour intégrer aussi dans les études toute l'implication politique. Vous avez parlé de post-vérité et de tous ces contextes, de tous ces formes de communication. Comment est-ce que du coup ça intègre aussi toute une étude du pouvoir et toutes les implications politiques que cette ventriloquie a? Parce que là, on voit que c'est très formé et que la procédure, elle pèse sur du coup l'interaction, sur l'échange, en tout cas sur la situation de communication. Elle pèse sans jamais forcément être nommée. Donc on voit qu'il y a une dimension de pouvoir qui s'articule à ça. Comment vous l'approchez? Comment Bah, c'est-à-dire, vous ouais. l'analysez? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Si je prends la dernière partie de la question sur la procédure, bah, c'est-à-dire, pour moi, l'agentivité de la procédure, il faut qu'on puisse en trouver des traces. C'est-à-dire, il faut qu'elle se manifeste d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, donc c'est justement là où c'est important de faire de l'analyse d'interaction détaillée, précise, parce qu'il faut savoir reconnaître ces modes de manifestation. Hein. Donc, autrement dit, si ça ne se manifeste pas, peut-être que ça existe, mais j'ai pas la trace. Donc là, c'est pour ça que des effets de ventriloquie, il faut savoir les déplier. Hein. J'aime utiliser la métaphore du pliage et du dépliage, hein, parce que d'ailleurs qu'on retrouve dans implicite, explicite. Implicite, c'est ce qui est plié, c'est ce qui est replié, c'est ce on voit sans voir. Et explicite, c'est ce qui est justement déplié. Donc pour moi, une analyse ventriloque, c'est beaucoup du dépliage, c'est-à-dire d'être capable de repérer euh, finalement alors à travers un geste, à travers une parole, à travers un comportement, une posture, qu'est-ce qui éventuellement s'exprime. Alors parfois c'est de la supputation, c'est de la spéculation, mais normalement on doit pouvoir en trouver la trace.
hein. Alors évidemment, c'est pour ça que c'est plus facile souvent par la parole, parce que la parole a cet avantage parfois d'être assez explicite, pas toujours, hein, mais par exemple, bon, l'exemple que j'aime à donner, si vous arrivez dans une administration et puis vous dites, j'aimerais bien avoir un tel document, est-ce que ça serait possible? Et que la personne nous répond, ah ben non, je suis désolé, monsieur, c'est contraire au règlement. Bon, bah, si je dis c'est contraire au règlement, là pour le coup, on est explicite, on est dans une forme de ventriloquie très explicite, parce que là, la personne, justement, décentre. Elle dit, c'est pas moi qui, je suis pas méchant avec vous, là, je suis pas, je vous en veux pas, je vous veux du bien, mais je suis contraint par ma fonction de suivre le règlement et le règlement m'interdit de vous donner tel document. Donc, je voudrais bien le faire pour vous aider, mais je peux pas le faire. OK? Donc, on voit bien ici comment, hein, c'est un problème d'autorité. On met en scène un autre auteur. Quel est cet autre auteur? C'est l'institution, c'est le règlement. Et c'est ce qui me permet de dire, bah non, vous ne pouvez pas avoir le document, je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas responsable, c'est l'institution pour laquelle je travaille qui a l'autorité. Vous voyez, donc c'est ces effets qui m'intéressent de mise en scène, hein, comme par exemple aussi l'exemple que j'aime bien donner. euh, vous arrivez chez quelqu'un et puis je vous sonnez, la personne ouvre la porte. Et puis, elle fait une tête d'enterrement. Et puis, il dit, je vous lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, le gars se tourne, la personne se tourne et dit, regarde. Et donc, euh, vous montre, par exemple, un dégât d'eau extraordinaire. Enfin, bon, et là, on voit justement, par le regarde, on fait parler la situation. C'est-à-dire, j'ai rien à ajouter. Regarde la situation. Et là, la personne voit qu'effectivement, il y a une inondation. Alors, on va me dire, il faut l'interprétation, il faut être capable de reconnaître une inondation. Je ne suis pas en train de dire que la situation parle d'elle-même, mais quelque part aussi, elle parle d'elle-même. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, on voit que à travers ce que dit la personne, c'est la situation qui s'exprime. Parce que je suis capable de la reconnaître, évidemment, cette situation, mais elle s'exprime toute seule. La personne n'a rien besoin d'ajouter. Je peux reconnaître, je peux dire, en voyant la situation, ah oui, je comprends que je comprends que c'est cette tête d'enterrement. Vous voyez, donc c'est dans tous ces effets-là qu'on voit comment on est des passeurs et des ventriloques, hein, et donc comment le monde s'exprime aussi à travers nous. Alors maintenant, pour revenir à votre première question au départ sur les fake news, bah justement, les fake news, c'est justement ce jeu entre fiction et fait, hein, qui ont la même racine, du faire, hein, et qui est justement, c'est la distinction entre le made-up et le fabriqué et le révélé en quelque sorte. Mais c'est ça c'est qu'on sait par exemple depuis la tour que les scientifiques fabriquent, sauf qu'ils fabriquent pour révéler, si tout va bien. Mais donc le terme fabriquer fait croire que tout ça n'est que du vent, hein, n'est que de la supercherie. Parce que dans l'idée de fabrication, il y a l'idée justement de tricher, de faire croire, etc. Mais en fait, le bon scientifique, il est aussi dans la fabrication. Il est aussi, mais sauf que justement, le bon scientifique, lui, il a réellement créé un dispositif pour faire parler le réel, pour faire parler la nature, pour faire parler des faits. Alors que celui qui fait dans la fake news, il est aussi dans la fabrication, mais il n'y a rien derrière. C'est-à-dire, c'est comme si c'est seulement lui qui s'exprime, ou le dispositif qu'il a créé, mais le dispositif, il est complètement, il y a rien derrière. C'est-à-dire, c'est un écran de fumée. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, c'est ça qui est terrible, c'est que dans les deux cas, il y a de la fabrication. Mais dans un cas, il y a une fabrication qui est respectueuse et qui essaye véritablement de faire parler le réel, hein, comme le boson de Higgs, par exemple, s'il s'avère qu'il existe, versus dans l'autre cas, il y a un charlatan qui voilà, a mis en place un dispositif qui nous fait croire qu'il y a quelque chose d'autre qui s'exprime à travers ce dispositif, alors qu'il n'y a rien. Hein, ou par exemple, le fameux Pizzagate d'Hillary Clinton avec la traite sexuelle des enfants. On sait qu'il n'y avait rien derrière.
Pourtant, ils nous ont montré des photos de la pizzeria, ils ont fait parler des témoins, etc. Donc, il y avait une tentative de montrer que tout ça était vrai. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut parler de fake news, de vérité, et avoir une position communicationnelle. C'est pas du tout incompatible. Mais il faut montrer aussi que malheureusement, souvent, ils utilisent les mêmes dispositifs, que ce soit pour dire la vérité ou faire une supercherie. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais... C'est très bien, merci beaucoup. Merci. Dominique? Ah, on t'entend pas, Dominique. On n'entend toujours pas. Moi, Oui, je j'entends crois pas. qu'il y a Dominique a une quinte de tout. Oui, voilà, excusez-moi, je n'avais pas mis le micro. Bonjour François. Bonjour. Donc, tu as déjà répondu, hein, je pense, pas mal dans les commentaires que tu viens de faire, mais je vais quand même te poser la question parce que j'ai écouté ta conclusion. Je voulais être sûr d'avoir bien compris ce que tu disais. Tu dis en fait que dans l'exemple que tu as cité, la loi, en fait, finalement, anime les acteurs, elle est ventriloquie, excusez-moi. Donc, elle agit de façon endogène et exogène. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? Oui, c'est-à-dire, bah, quand on fait appel à une loi, quand justement on est dans le plus ou moins, c'est-à-dire dans l'entre-deux, c'est-à-dire quand un avocat invoque une loi, bah, à moins évidemment que, d'ailleurs c'est arrivé récemment, hein, quand ChatGPT, bon, excuse-moi, je fais une parenthèse là, mais quand ChatGPT a été créé. Il y a un avocat new-yorkais qui voyait sa fille jouer avec ChatGPT. Puis il a dit, ah, c'est intéressant ça. Ça me permet peut-être de faire un plaidoyer pour un des clients. Donc il a interrogé ChatGPT. Il a dit, est-ce que tu peux me faire voilà le cas de mon client. Est-ce que tu peux faire le plaidoyer pour ce client? Et manque de peau pour cet avocat new-yorkais, le ChatGPT, bon, c'était il y a 2 ans, donc les hallucinations étaient peut-être plus nombreuses. Oui, il a sorti un magnifique plaidoyer pour son client, sauf que les lois n'existaient pas. Les lois étaient complètement made up, comme il dirait en anglais, fabriquées, au sens classique du terme, là, de sens de supercherie, voilà. Et donc là, on voit typiquement, là, pour le coup, ça serait un cas d'endogénéité absolue. Hein, c'est-à-dire que la loi qui est invoquée n'existe pas au sens fort, c'est-à-dire elle n'a pas été instituée, elle n'a pas été, elle n'existe tout simplement pas, sauf dans le discours de cet avocat. Voilà, c'est ça que j'aime à dire, c'est le sauf, parce que donc il existe quand même, il y a quand même un mode d'existence, mais dans le plaidoyer qu'a envoyé l'avocat, qui par la suite a été rayé du barreau, ou peut-être pas complètement rayé, mais en tout cas, voilà. Donc là, Alors, c'est un cas, donc là, c'est ouais, un, hein, pardon. je rebondis tout de suite parce que c'est bien ce que je comprends. Donc, tu es pas dans l'anthropomorphisme, c'est en fait l'action des avocats qui agit. C'est pas la loi ou c'est pas autre chose. Alors, c'est-à-dire oui et non, c'est-à-dire pour moi, l'anthropomorphisme ne dérange pas parce que justement, enfin, c'est-à-dire ça dépend ce qu'on entend par anthropomorphisme. Bah, Euh, anthropomorphisme, c'est la loi pense, la loi agit. oui, 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 justement, non, mais alors justement, la loi ne pense, bah, c'est-à-dire la loi pense, Voilà, c'est-à-dire la loi est un objet inerte, ok, d'accord, d'accord. je suis pas un animiste. Par contre, la loi dit des choses. La loi dit des choses, alors elle dit des choses à travers ce qu'on en dit. Justement, donc la loi va dire différentes choses à travers les différents porte-paroles qui vont lui Voilà. faire dire des choses. Tu vois, donc je suis pas, je vais pas sortir ça de la cuisse de Jupiter. Là, pour moi, il y a de la ventriloquie, mais je veux dire, nous aussi, hein, je veux dire, moi, je suis en train de dire des choses, mais bon, toi, tu m'entends d'une certaine manière, donc tu me fais aussi dire des choses, tu vois. Donc c'est pas le. Alors la loi, sa particularité, c'est qu'elle est écrite, donc elle n'est pas, c'est pas un être vivant. Par contre, on peut l'animer, la voix. Donc, la loi, pardon. On peut justement, donc on va lui faire dire des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que la ventriloquie va dans les deux sens. C'est-à-dire, je fais dire des choses à la loi, mais la loi aussi me fait dire des choses. C'est-à-dire, je ne peux pas lui faire dire n'importe quoi à la loi. Ou si je lui fais dire n'importe quoi, oui, je peux. C'est-à-dire, je peux commencer à dire n'importe quoi. Mais je vais être repris. Bon, quelqu'un va me dire, mais c'est pas ce que dit la loi, vous faites une erreur d'interprétation. Après, donc évidemment, ça peut être une question d'argumentation, mais euh, tu vois, c'est cette idée, la ventriloquie va dans les deux sens. Ça, c'est important parce qu'on est contraint. On peut pas, il y a la loi dans sa lettre.
hein. Après, il y a l'esprit de la loi, donc on va jouer sur l'esprit, on va jouer sur, et c'est là peut-être où on va être en désaccord, hein. Par exemple, le second amendement des États-Unis, il y en a qui vont insister sur le fait, oui, mais on parle de milices armées, on ne parle pas de tous les citoyens américains. Enfin, vous voyez tous les débats qu'on peut avoir sur le second amendement. Bon, c'est ouvert, mais justement, en même temps, c'est qu'on est contraint par ce que dit cette loi. On est contraint par chaque adjectif, chaque verbe, chaque mot. Donc on est ventriloqué aussi. Donc je suis pas du tout, hein, dans une forme d'animisme au sens classique. Mais par contre, ce qui m'intéresse, hein, c'est justement c'est pour ça que dans anthropomorphisme, c'est que par exemple par exemple l'accusation d'anthropomorphisme qu'on fait parfois aux éthologues, c'est-à-dire ceux qui étudient les animaux, les autres animaux, bah, pour moi elle est intéressante parce que euh, en même temps, quand on dit qu'un chien a peur, pourquoi ça serait de l'anthropomorphisme de dire ça? Hein, on pourrait dire, oui, mais là, tu attribues au chien une émotion, voilà. Ben oui, mais justement, on est des animaux nous-mêmes. Donc la peur que nous, on vit, elle est peut-être différente de celle d'un chien, mais il y a quelque chose en commun. Il y a du plus ou moins, il y a du spectre, il y a une continuité. Le chien, il est capable d'avoir, donc de dire qu'un chien a peur, c'est pas nécessairement de l'anthropomorphisme, tu vois. Pour moi, c'est une manière aussi de nous rapprocher de ce chien. C'est-à-dire, c'est euh, un animalisme pour nous, en quelque sorte, tu vois. Donc, c'est pour ça que l'anthropomorphisme, moi, je me méfie du terme parce que justement, c'est comme si ça créait une coupure. Alors que pour moi, c'est un continuum. Donc, par exemple, la loi, elle a bien été créée par un être humain, justement. Elle a bien été écrite. Donc, donc il y a quelque chose de l'anthropos quand même dans la loi. C'est pas, alors évidemment, et donc la loi, oui, c'est un bout de papier inerte ou quelque chose sur un écran, mais c'est une série de phrases, mais en même temps, voilà, ça a été animé, et ça va être animé, si tout va bien, dans les années à venir par les gens qui vont en parler. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Si, si, ça clarifie bien. Merci. Sylvain? Là, on n'entend pas s'il y a quelqu'un qui parle, je sais pas. Oui, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si... Parce que votre micro a l'air d'être ouvert, mais on ne vous entend pas. Peut-être si vous voulez poser votre question dans le chat. Je suis désolée, on ne vous entend toujours pas. Alors, je vais peut-être vous laisser indiquer votre question dans le chat et je vais donner la parole à Luciana. Merci beaucoup, Christine et Guadalupe. Dès que vous retrouvez le micro, je vous laisse la place parce que vous étiez avant moi. Merci beaucoup François pour cette présentation. Nous sommes, je pense, nombreux dans ce groupe à travailler dans le domaine de la communication et à faire de l'analyse du discours. Donc ça tombe très bien, hein. Nous ne sommes pas tous linguistes et tant mieux. Et c'est aussi une des ambitions de ce séminaire, c'est de réunir de manière inter ou pluri ou transdisciplinaire des chercheurs de plusieurs domaines. Donc voilà, tout ce que vous dites, je trouvais très intéressant. Je pense voir à peu près la critique que vous avez pu recevoir, comme vous avez dit, une des trois, et c'est déjà très bien. Que Christine le sait, mais voilà, on a parfois tendance à être critiqué quand on propose ce type d'approche un peu globale, soit de relativisme, soit de irénisme. N'est-ce pas? Concilier tout le monde, est-ce bien possible? Est-ce que le monde est si beau que ça? Eh bien, moi, je pense que oui. Et donc, merci beaucoup. J'aime beaucoup aussi la manière dont vous pensez que penser communicationnellement veut dire concilier ou se débarrasser de l'auto-exclusion entre constructivisme et réalisme. Ouf, enfin, parce que quand on reçoit des évaluations d'articles qui disent oui, c'est pas clair, est-ce que vous êtes plutôt constructiviste ou plutôt réaliste?
Et là, ben là, je vais répondre dorénavant, je suis communicationnaliste. Voilà, je suis François-Coréniste. On va trouver un nom pour cela. Je me demandais, voilà, pour réduire mon intervention à une question, si vous tenez compte dans votre théorie des rituels, des habitudes de communication et quel rôle on pourrait donner à ces éléments qui font partie de la communication tout de même. Et je pensais à la question en voyant cet écran, hein, parce que l'habitude, c'est de d'éteindre les caméras. Or, ceci ne veut pas dire inattention et autre chose, n'est-ce pas? Mais c'est une habitude en fin de compte. Ah oui. Bah, pour moi, ça fait tout de suite appel à Peirce, parce que Peirce parle effectivement de ce mode d'être particulier qui est l'habitude, la loi, l'habitude, enfin, il a plusieurs termes pour ça, la récurrence, la régularité. C'est-à-dire, effectivement, c'est un mode d'être particulier quand même, mais c'est justement, moi, j'en parle beaucoup comme ce qui nous anime d'une manière, voilà, justement, parfois c'est des automatismes, parfois c'est quelque chose dont on a un peu plus conscience, mais voilà, c'est des choses qu'on peut, on n'est pas des automates, hein, évidemment, on est capable de réagir par rapport à une habitude, de transformer une habitude, justement de voir qu'elle ne fonctionne pas à un moment. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est ça, c'est une disposition voilà, qui nous habite, qui nous anime, qui nous meut, hein, et donc qu'on peut repérer encore une fois, dans une discussion. Par exemple, moi, je sais, quand je fais des réunions avec mes collègues dans une assemblée départementale, bah, on est tous un peu comme ça. Moi-même, je suis un homme d'habitude. Et donc, on sait tous quels sont les collègues qui vont généralement se mettre en colère. On sait tous les collègues qui vont tout de suite invoquer telle chose et pas telle autre. Donc on sait que ces gens-là, et c'est pas pour les critiquer, moi aussi j'ai des tendances aussi à être par exemple dans la conciliation. On me dit toujours, ah oui, toi t'aimes pas les conflits, tu veux toujours concilier. Bon, bah, c'est un peu justement mon identité, c'est ce qui m'anime. J'ai beau essayer de résister à ça, j'y arrive pas peut-être, ou j'ai des bonnes raisons pour rester comme je suis. Euh, ou donc c'est ça c'est ça qui m'intéresse dans les interactions parce que justement c'est un peu quand même cet élément d'exogénéité, hein, ce qui fait pourquoi c'est exogène parce que bon c'est sûr que ça s'exprime dans cette interaction à ce moment-là la colère de ce collègue s'exprime, mais en même temps, Dieu sait que cette colère, on l'a entendue avant. Donc on sait que c'est une colère qui anime cette personne constamment. On sait que c'est quelque chose qui est très présent, qui la hante, cette personne-là. Je prends l'exemple mais j'aurais pu prendre plein d'autres exemples. Donc voilà. Donc c'est ça, se faire le porte-parole. Donc c'est retrouver en quelque sorte cette tiercéité dans la secondéité dans l'action, la performance, c'est d'être capable de les repérer, de les entendre et c'est pas, oui, c'est de l'événement, d'accord, c'est à ce moment-là que ça s'est exprimé, mais on sait très bien que ça s'est exprimé avant. C'est comme par exemple être autour d'une table de négociation et puis il y a, je sais pas, il y a le représentant des syndicats, il y a le représentant du patronat, il y a le représentant des clients, que sais-je. Bon, bah, on sait que les avocats vont avoir leurs habitudes, vont avoir leur mode d'expression classique, normal, puisqu'ils défendent certaines préoccupations. Ils ont certaines préoccupations, ils ont certaines choses qui les animent. Et donc, les repérer, ça, et de voir justement au-delà de l'événement, ce qui est de l'ordre du récurrent. Alors, pour les rituels, bah, oui, c'est pareil, c'est-à-dire il y a des habitudes, il y a des... on- on est tous justement, on le connaît. Bah, et pour moi, c'est important que c'est effectivement, il y a de l'ordre du savoir. Et pour moi, c'est important justement de dire dès qu'on sait quelque chose, bah, ce quelque chose peut se mettre à s'exprimer à travers moi. C'est ça que je trouve fascinant, c'est-à-dire le savoir finalement, c'est le mode par lequel finalement le monde dans toute sa complexité finalement peut se mettre à s'exprimer, hein, à travers moi. Donc le savoir, bah, par exemple, savoir que généralement on éteint la caméra dans ce groupe-là,
que c'est quelque chose qui est attendu, bah, finalement, c'est quelque chose qui s'exprime à à travers l'action aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu encore une fois là, mais Si, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait clair. Merci beaucoup. Merci. Je crois que Sylvain, est-ce qu'on va vous entendre là, Sylvain? On vous entend toujours pas. ah, c'est dommage parce que à un moment donné, votre micro, je crois, marchait, mais il est à nouveau désactivé. Non? Vous m'entendez pas? Ah, Si, là, on parfait. entend. Là, on entend. Ah oui, d'accord. Et je suis désolée, la caméra, je peux pas la mettre, je suis sur mon portable et puis j'arrive pas à faire ces ajustements, il me faudrait sortir. Alors, comme il est tard, je pense que c'est plus le moment. Je vous salue depuis le Mexique et je suis en train de finir. Et bon, j'ai fini en fait un doctorat. Je suis sur le train de présenter de défendre une thèse que j'ai travaillé sur et beaucoup l'énonciation puis l'affiliation française en analyse du discours. Où par exemple c'est le sujet qui tient le sujet la personne qui prend la parole et qui s'annonce et s'énonce de ce fait bon d'après Benveniste et notamment, et, qui a bon, une place importante dans la communication et dans les propos qu'il va transmettre qui ont une intention et une poursuite d'un résultat possible. Alors, dans vos travail, euh, je voudrais poser la question et, euh, justement sur la place que vous accordez au sujet, à la personne qui prend la parole, qui normalement, d'après Charodo, se fait responsable de son énonciation. Et dans le processus que vous écrivez, que Mhm. vous défendez et où le sujet semblait avoir une place accompagnatrice de ce processus et visible ou perceptible du moment où vous employez des pronoms tels que me, par exemple, à l'effet me traverse, hein, et ce seraient les marques de l'énonciateur ou de la personne qui parle. Mais quelle serait la place de ce sujet et pour vous, disons, l'importance euh, dans le processus que vous venez de présenter, monsieur? Très bien, merci beaucoup pour votre question. Bah, il y a plusieurs éléments dans la question. Je vais commencer peut-être par la question de la responsabilité, parce que ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée, parce qu'on me dit finalement, dans un monde où vous êtes constamment dans la ventriloquie, c'est un monde finalement de déresponsabilisation, hein. Alors moi, j'ai tendance à répondre, oui, mais en fait, les effets de déresponsabilisation, ils sont présents. Après, est-ce qu'on peut être responsable et être ventriloque? La réponse est oui. C'est-à-dire, parce que justement, il y a cette idée d'assumer les voix que je ventriloque. C'est-à-dire, si je me mets à ventriloquer certaines voix, il faut quelque part que je les assume, hein. Et donc, parfois, c'est un peu trop simple. J'étudie le cas très célèbre d'Adolf Eichmann, hein, lorsqu'il a été jugé en Israël pour les crimes qu'il avait commis en tant que membre de la Waffen-SS. Bon, ben, c'était lui qui était à l'origine de toute la logistique des trains qui ont emmené à leur mort 6 millions de personnes, en particulier des Juifs. Et son système de défense, c'était de dire, moi, je ne faisais que suivre les ordres, hein. Donc, il avait d'ailleurs un mode de défense très intéressant parce qu'il disait, en fait, je suis coupable, mais je ne suis pas responsable.
Donc il reconnaissait sa culpabilité, mais il refusait sa responsabilité. Et en fait, parce que justement, il jouait à la poupée, c'est-à-dire il se réduisait à une marionnette. On était vraiment dans le processus de réduction, là, où justement, il disait, je ne suis qu'une marionnette. Hein, il ne le disait pas comme ça, mais finalement, ça revenait à ça. Et or, quand on a une position communicationnelle forte, ventriloque forte, on est non seulement des marionnettes, mais on est aussi des ventriloques. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on accepte de se faire le porte-parole de certaines choses. On accepte finalement de se faire l'acteur de ce qui passe à travers nous. Alors évidemment, il y a des fois où on n'a pas trop le choix. Je ne suis pas en train de dire je suis pas une position forte non plus sur la responsabilité. Mais lui, c'était quand même, il était au troisième ou quatrième dans le rang à partir d'Hitler jusqu'au simple exécutant, il était numéro 3 ou numéro 4. Hein. Donc voilà, il était un acteur, d'ailleurs jusque même après en 1945, alors que la guerre était perdue, il continuait à envoyer des gens à leur mort. Donc, c'était un fervent défenseur de ce qu'il parlait à travers lui. Donc, être le ventriloque, ça relativise la responsabilité, évidemment, mais ça ne l'enlève pas, surtout pas. C'est-à-dire que finalement, il y a une part de responsabilité. Hein. De toute façon, n'importe quel penseur de la justice va penser la responsabilité en termes de plus ou moins. On n'est jamais dans je suis responsable ou je suis irresponsable. Oui, enfin, ça peut arriver. Mais je veux dire, généralement, on est dans un spectre. On est dans le plus ou moins. Donc, penser la ventriloquie, c'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement faire l'économie de la responsabilité. Au contraire, ça nous oblige à réfléchir à de quoi est-ce que je suis en train de me faire l'instrument. Est-ce que, par exemple, on savait que les SS pouvaient tout à fait donner leur démission? Ils n'auraient pas été exécutés. Donc, Eichmann aurait pu tout à fait de dire, bah, moi, non, je ne fais plus ça, j'accepte plus de faire ça, c'est trop horrible. Il ne l'a pas fait. Il a continué à le faire. Donc voilà. Donc l'idée donc, de l'énonciateur, il a une part de responsabilité, mais c'est comme l'exemple que j'ai donné de l'administrateur, enfin de l'employé de l'administration qui vous dit, vous ne pouvez pas avoir ce document. Il se présente comme irresponsable, mais il n'est pas complètement irresponsable. Il répond. Hein, il accepte de se faire l'instrument le médium de cette administration. Il pourrait, s'il considère un jour que c'est inacceptable, s'en défaire. Hein, évidemment, c'est facile à dire pour moi, mais bon, parce qu'il faudrait qu'il trouve un autre travail. Mais je veux dire, à un moment, c'est des choix à prendre, des décisions à prendre. Donc, ça n'enlève rien à la responsabilité. Par contre, effectivement, ça la relativise. Hein, ça, effectivement, ça la rend un peu plus complexe parce que c'est vrai que dans ce cas-là, on est tout à fait d'accord, je pense tous, pour dire qu'il n'est pas complètement responsable de la situation. Il est un peu responsable parce il fait partie de cette administration. Ouais, donc ça, je ne sais pas si j'ai répondu enfin, pour la responsabilité, c'est ça. Donc pour moi, le sujet, il est là. Je ne suis pas pour la mort du sujet. Hein, je veux dire, de toute façon, la mort du sujet, c'était une idée des années 60 de Roland Barthes, essentiellement. Bon, c'était intéressant parce que voulait dire Barthes à l'époque? Bah, il parlait finalement de ça. Il parlait du fait on est traversé par des discours. Donc c'est la mort de l'auteur. Hein, la mort du sujet, la mort de l'auteur, c'est un terme excessif, mais pour parler de quelque chose qui à l'époque était une découverte, qui était le fait qu'on est, voilà, on est traversé par des discours, il y a l'intertextualité, enfin tout ce qu'a bien montré dans ses travaux, par exemple Foucault, Derrida, etc. Enfin tous les Johannes en parle dans ses livres, etc. Toute cette position post-structuraliste super intéressante. Donc, mais dire la mort de l'auteur, c'est exagéré. Il y a encore du sujet, il y a encore de l'auteur. Il y a, ne serait-ce qu'on met son nom en bas de l'article. Donc, c'est exagéré. Ça fait vendre des livres, ça fait vendre des articles de dire ça, mais c'est exagéré, évidemment. Donc, il y a toujours un sujet. C'est juste, donc, il y a toujours une responsabilité, il y a toujours une reprise. Il y a toujours de dire, est-ce que je veux me faire le porte-parole de ces idées-là? Est-ce que j'assume? Est-ce que voilà, je les fais miennes? Elles sont pas totalement miennes,
mais je l'ai fait mienne. Donc le concept aussi, d'ailleurs, dont j'ai pas du tout parlé de Derrida, d'exappropriation, hein, qui est absolument intéressant, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui est exproprié, qui n'est pas à moi, ou approprié, qui est à moi, mais en fait, entre les deux, exappropriation. C'est-à-dire, c'est pas complètement à moi, mais c'est aussi à moi. On est encore dans le plus ou moins. On est dans je m'approprie ce discours, et il n'est pas seulement le mien. Hein, je m'approprie un discours de l'extrême droite, mais il n'est pas seulement le mien. Ou je m'approprie un discours de l'extrême gauche, mais il n'est pas seulement le mien. Voilà, donc il y a du sujet, il y a de l'auteur, il y a de l'acteur, mais ça serait à mon avis absurde de dire que cet auteur, cet acteur, ce sujet n'est pas traversé par des discours, par d'autres auteurs, par une polyphonie. C'est simplement, il faut y penser d'une manière détaillée, c'est-à-dire de montrer comment, oui, mais comment ça se passe, comment ces effets de reprise fonctionnent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question là, mais voilà, c'est ça. Oui, très bien. Bah, très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vois que l'heure tourne. Donc, bah, je voulais vous proposer ben voilà, qu'on arrête la séance là. Merci vraiment, François, de cette intervention, de ces échanges extrêmement riches. Et donc, ben, je vous donne rendez-vous avec Luciana et Johannes le 23 janvier prochain, donc à l'année prochaine, où nous recevrons Clara Bordier qui va nous parler du traitement médiatique en France des théories du complot. Voilà, donc ce sera cette fois on reviendra un peu sur l'analyse de discours et la question des discours complotistes dans la presse. Eh ben, très très belle fête de fin d'année à tous et toutes et puis au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Au revoir. Bientôt. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année.